Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité à CamNews 24. Au programme de cette édition, Manuel Valls s'est lancé dans la course à la présidentielle 3 jours après la décision de François Hollande, qui a renoncé à briguer un second mandat. Pendant ce temps, le chef de l'État angolais José Eduardo dos Santos prend sa retraite après 37 ans au pouvoir. Il a en effet annoncé qu'il ne sera pas candidat lors des élections de 2017. Et puis en Gambie, le nouveau président Adama Barrow organise la transition après avoir battu à la surprise générale Yaya Jammeh qui a passé 22 ans au pouvoir. Voilà présenter les grandes articulations de ce nouveau numéro consacré à l'actualité internationale. Ces sujets et bien d'autres seront commentés et analysés sur ce plateau dans un instant avec le précieux concours de Ghislain Kougon, spécialiste des questions internationales. Merci d'honorer une fois de plus à ce rendez-vous. Le plaisir est partagé. Nous entamons cette édition en Angola où le président José Eduardo dos Santos, l'un des plus anciens dirigeants africains, a décidé de mettre un terme à son règne à la tête du pays en ne sollicitant pas de nouveaux mandats pour les élections générales de l'an prochain. Le président angolais Eduardo dos Santos a décidé de ne pas rempiler en 2017. Jusqu'en milieu de matinée ce vendredi, il avait entretenu le flou sur la suite de sa carrière politique. Au lancement de la campagne de son parti, le MPLA, dans le cadre des élections de 2017, Dos Santos était resté évasif sur sa candidature ou non à la prochaine présidentielle. On se souvient qu'en mars dernier, le président angolais, qui règne sans partage depuis 1979, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite politique en 2018, soit un an après les élections. Une annonce qui avait laissé libre cours à toutes sortes de spéculations. Certains prévoyant que le chef du MPLA se présenterait et passerait ensuite le pouvoir à l'un de ses potentiels successeurs si jamais il était élu. Âgé de 74 ans, Eduardo dos Santos avait été réélu en août à la tête du MPLA. Ghislain Kougon, selon vous, quelles sont les raisons qui ont amené le président angolais à renoncer à un nouveau mandat? Disons que premièrement, on ne devrait normalement pas chercher les raisons de midi à 14 h puisqu'il se trouve que Dos Santos est suffisamment âgé. Il a 74 ans et donc normalement, après avoir passé 37 ans au pouvoir, on devrait être à mesure de passer la main. Autre raison, c'est vrai que la question se pose aussi parce que sur le continent africain, on n'a pas l'habitude de voir des chefs d'État encore au pouvoir renoncer à briguer de nouveaux mandats, des mandats qui ne finissent jamais. Effectivement, c'est peut-être à saluer, mais cela rentre dans ce que j'appelle une sorte de tourbillon, où on a le sentiment, c'est d'ailleurs l'effet d'ailleurs, qu'aujourd'hui sur le continent africain, la règle est devenue l'exception et l'exception est devenue la règle. C'est pourquoi la question de savoir pourquoi est-ce qu'il décide de ne pas briguer un mandat se pose alors qu'il a suffisamment passé du temps au pouvoir. Mais aussi, il y a aussi une idée sous-jacente qui peut expliquer peut-être le fait qu'il décide de ne pas briguer un nouveau mandat, c'est que d'aucuns estiment qu'il a une santé fragile et que c'est aussi l'une des raisons, peut-être même la raison fondamentale pour laquelle le président angolais a décidé de se retirer de la vie politique. Mais poser cela comme préalable, comme élément justificateur de cette décision, c'est quand même un peu relativiser ou alors battre en brèche ce que beaucoup qualifient aujourd'hui comme un acte de bravoure aujourd'hui de la part du président Santos. Il faut saluer cela. 37 ans, c'est long, mieux vaut tard que jamais. Eh bien, il faut apprécier le fait qu'il ait décidé très tôt d'ailleurs, un an auparavant, parce que c'est en 2017 que les élections législatives vont s'organiser en Angola, eh bien, voilà, il faut saluer. C'est une initiative que nombre de chefs d'État africains, l'Afrique subsaharienne précisément, gagneraient à suivre. Vous pensez que lors des prochaines échéances, on pourra assister à un véritable changement à la tête de l'État, que l'opposition a plus de chances de remporter après cette décision? Je ne pense pas. Et c'est à ce niveau que finalement on peut s'interroger sur la pertinence et même la profondeur d'une telle décision. Parce qu'en réalité, vous savez très bien que la constitution de l'Angola ne prévoit pas d'élection présidentielle. C'est le président du parti vainqueur aux législatives qui est directement chef d'État. Eh bien, en réalité, il n'est plus président de son parti, le MPLA.
il y a un nouveau président qui est, je crois, le ministre de la Défense qui appartient au même parti. Vous comprenez très bien que Dos Santos va travailler, va aider, va piloter son représentant, son successeur, pour que son parti continue à régner sur le pays. Donc il est difficile d'entrevoir une véritable respiration politique au niveau de l'alternance au pouvoir. Effectivement, il y a une alternance, mais il s'agit d'individus là, pas du système. Est-ce qu'on aura un changement radical? Je ne pense pas, ça va être difficile. Ou alors, il ne faut pas aussi très tôt condamner le nouveau président du parti, le ministre de la Défense. Je pense quand même que il ne s'agit pas simplement de changer les hommes, il s'agit de changer des systèmes, d'idéologie, de manière de penser. Mais par rapport à ce qui se vit sur le continent, le fait déjà d'envisager, que dis-je, de choisir de changer d'homme est en soi une avancée significative. L'Angola est l'un des plus importants producteurs d'or noir d'Afrique subsaharienne, mais jusqu'ici connaît un seuil de pauvreté très élevé. Sur le plan économique, Ghislain Kougon, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'empreinte du président à la tête du pays? Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez vous-même dit, l'Angola est l'un des grands pays producteurs de pétrole sur le continent africain avec le Nigeria. Et bien voilà, on aura retenu qu'il a essayé aussi, après l'indépendance du pays, vous le savez, en 1975, c'est 4 ans plus tard qu'il prend les rênes du pays en 37 ans. Il a essayé, comme il a pu, de conduire l'Angola vers une véritable indépendance. Mais il faut également comprendre que l'Angola est un pays pauvre. Un pays ne peut pas trouver sa voie uniquement dans un seul univers, celui notamment du pétrole. Avec la conjoncture actuelle, la chute des cours du baril de pétrole, ça a été difficile pour le président Santos, mais je pense qu'il a quand même pu mettre son pays sur la bonne voie avec un système démocratique, on le veut ou non. Vous allez me dire qu'il est tout le temps plébiscité, mais au moins il y a des élections en Angola, il n'y a pas beaucoup plus trop de contestation. Voilà, il a fait, comme on peut dire, avec ce qu'il a pu. Ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est notamment sa longévité au pouvoir, qui finalement ne déteint pas positivement sur le pays. On estime qu'après les indépendances, depuis que l'Angola est indépendant, l'Angola véritablement n'a pas connu un essor, un enjeu majeur, un envol majeur, malgré le fait que l'Angola soit un puits de pétrole. Parce que la chute des cours du pétrole, ce n'est pas quelque chose qui date depuis 20 ans, c'est quelque chose depuis quelques années. Avant cela, comment a-t-il utilisé la manne du pétrole? Comment a-t-il géré le pays? Comment l'a-t-il administré? C'est à ce niveau qu'on peut avoir de regrets et estimer et souhaiter que celui qui va prendre le pouvoir aujourd'hui puisse changer radicalement d'axe de gouvernance. Justin Kougon, vous pensez que c'est envisageable que celui qui arrivera au pouvoir pourra changer? C'est une possibilité. Je pense que c'est ce qu'on souhaite à l'Angola, même s'il fait partie du même moule. Vous savez, parfois, quand vous n'êtes pas au perchoir, quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes obligé de suivre une politique qui est définie par le président. Maintenant que vous avez les rênes, c'est vrai qu'il y a aussi des pesanteurs avec l'entourage. On espère simplement que le nouveau président qui va arriver aura suffisamment de hauteur pour prendre les décisions qui s'imposent et surtout drainer avec lui la majorité de la population pour qu'on ait une politique vraiment qui puisse aider aux Angolais. On peut également estimer que le président angolais s'est inspiré de ce qui se passe autour de lui. On prendra le cas de la Gambie, on prendra aussi les multiples crises à n'en point fini sur le continent africain. Vous avez le Burundi, vous avez le Congo, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Gabon. Là, je parle voilà, pour ce qui est du Congo et du Burundi, des présidents qui veulent briguer de nouveaux mandats. Vous avez le Rwanda. Donc, un faisceau d'éléments qui peuvent avoir joué sur la décision du président angolais. Mais je pense que les arguments qui tiennent, c'est quand même que 37 ans au pouvoir, ça use, et aussi celui selon lequel il serait malade. Ghislain Kougon, vous parliez de la Gambie tout à l'heure. Nous avons nous intéressé à la transition politique qui a marché dans ce pays. Le nouveau président Adama Barrow a déjà entamé les consultations avec les acteurs politiques et diplomates. Ghislain Kougon, Adama Barrow, c'est un nouveau venu en politique. De quelle Gambie hérite-t-il? Il hérite d'une Gambie habitée par la peur.
il hérite d'un pays où les gens sont recroquevillés sur eux-mêmes, où il n'y a pas beaucoup d'espace d'expression. Parce que vous savez, une Gambie menée de main de fer par Yaya Jammeh, le tout-puissant Yaya Jammeh, qui s'octroyait des titres de général, de ci ou de ça, je ne sais pas trop quoi. Donc, il hérite donc d'un pays où il y a un profond malaise, mais où les populations n'ont pas le courage d'exprimer forcément ce qu'elles ressentent par peur de répression. Vous savez quand même que durant les 22 ans de règne du président Yaya Jammeh, il n'était pas aussi aisé d'avoir des voix dissonantes, de s'exprimer, parce que Yaya Jammeh n'était pas un fervent partisan de la dissidence ou des sons de cloche dissonants. Je pense surtout que, contrairement à ce qu'on pense, il n'était pas forcément véritablement un inconnu de la scène politique. Peut-être qu'il n'était pas le mieux placé, le pion que l'on a vu. Parce que quand on interroge, quand on lit la façon par laquelle il est arrivé aux affaires, on comprend que c'est un concours de circonstances, puisqu'à la coalition, tous les chefs ont été emprisonnés ou alors ont été empêtrés dans des situations difficiles et erreurs de calendrier. Voilà que Adama Barrow s'est retrouvé comme ça parachuté à la tête de la coalition. C'est d'ailleurs cela qui l'a, je crois, aidé, parce que le fait peut-être qu'il n'ait pas un grand vécu politique l'a amené à se singulariser, puisque vous savez qu'il a décidé de quitter la coalition pour présenter une candidature indépendante, histoire pour lui de rallier véritablement un grand nombre de populations. Donc il a compris qu'il fallait s'extirper de cet univers un peu, comment dirais-je, difficile de la politique, des partis politiques, pour incarner un véritable changement. Et je crois que c'est cette opération-là qui lui a permis de fédérer un grand nombre de populations frustrées par le président Yaya Jammeh, qui malheureusement, lui, Gaillardi était totalement sûr de sa victoire. Je pense qu'il a sous-estimé le fait qu'il y en avait qui pouvaient aller au charbon, comme on dit, et vouloir vraiment que les choses changent. Et Adama Barrow, quels sont les défis auxquels il doit faire face? Comment va-t-il faire pour rassembler à nouveau les Gambiens qui sont dans la psychose? Je pense que c'est justement le défi à relever. Il faut d'abord reformer les lois, il faut rendre la justice, mais je pense qu'il ne faut pas se perdre dans ce qu'on pourrait qualifier de vendetta, parce que quand j'ai écouté sa conversation, son entretien sur une chaîne étrangère, il parlait de ce qu'il va traîner devant la justice, ceux qui ont travaillé avec Yaya Jammeh, le régime et tout cela. Je pense que cela ne doit pas être une priorité. Il faut reformer les lois, mais il faut surtout réoxygéner l'économie, il faut développer le pays, il faut créer des relations avec les puissances étrangères, il faut attirer surtout les investisseurs. Et à partir de ce moment, je peux comprendre sa démarche de vouloir dire que la Gambie va s'ouvrir au monde entier, c'est intéressant. Mais j'ose croire que quand il parle de s'ouvrir au monde entier, discuter avec le monde international, ce n'est pas forcément pour revenir sur la décision de la Gambie de sortir de la CPI. On peut comprendre qu'ils veulent bien à ce moment prendre le contre-pied de Yaya Jammeh qui a engagé la Gambie sur la voie de sortir de la CPI, que lui veuille s'inscrire en faux, se radicaliser, se détacher de Yaya Jammeh en refusant de sortir la Gambie de la CPI. Je pense qu'il y a beaucoup de challenges, mais premièrement aujourd'hui, je pense que le premier combat est gagné par rapport à la peur, puisque ces peuples qui avaient peur ont bravé la peur pour voter pour Adama Barrow. Alors aujourd'hui, il faut continuer et il est intéressant pour le président. Il s'agit de toute une coalition de l'opposition de travailler pour que la Gambie puisse retrouver sa voie et son chemin. Pour revenir à Yaya Jammeh, est-ce qu'il peut faire l'objet de poursuites judiciaires? Effectivement, cela dépend du bon vouloir du président au pouvoir et je pense que ce sera fait puisqu'il a dit qu'on va rendre justice. Mais je pense simplement qu'il ne faut pas que cela soit un entêtement, qu'il ne doit pas se tromper de cheval de bataille. Juger Yaya Jammeh n'est pas la priorité aujourd'hui, même si cela peut s'avérer une sorte de souffle, de bouffée d'oxygène, de symbolisme pour adhérer, pour fédérer encore plus ceux qui ont été victimes de la politique
sans partage du règne, sans partage du président Djamé. La priorité, c'est notamment de développer l'économie, d'améliorer ses rapports avec le Sénégal voisin. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les rapports entre la Gambie et le Sénégal frontalier ne sont pas au beau fixe. Voilà les défis majeurs à relever aujourd'hui. Et il dispose de 3 ans, hein, parce que c'est ce qui a été dit, ce qui a été convenu avec ce bloc de l'opposition, et non pas de 5 ans, comme le prévoit la Constitution. On verra comment est-ce qu'il va articuler tout ça. L'une des questions brûlantes sur lesquelles s'est penché le nouveau président qui prendra les commandes en janvier prochain, c'est celle des prisonniers politiques. Comment comprendre cette démarche, Ghislain Cougon? Effectivement, vous savez, quand vous prenez le pouvoir, il faut des actes forts. Alors pour lui, il va se pencher sur la question des prisonniers politiques. Il va sûrement les gracier ou trouver des voies et moyens pour, je sais pas moi, pour les aider à recouvrer la liberté. Cela se comprend. C'est une politique, c'est purement politique. Il faut qu'il vienne avec un nouveau souffle, qu'il s'érige en rassembleur, en pacificateur. Et c'est dans ce sens que l'on peut comprendre le fait qu'il veuille se pencher sur le cas des prisonniers politiques qui ont été notamment vilipendés à tort ou à raison par le président Yaya Jammeh durant 22 ans de règne. Au-delà des frontières africaines, Ghislain Cougon va se rendre en France pour s'intéresser à la candidature de Manuel Valls. C'est fait, il s'est lancé dans la course à la présidentielle. Après l'annonce de sa candidature, le Premier ministre a démissionné de ses fonctions pour se consacrer librement à sa campagne pour les échéances électorales de 2017. Ghislain Cougon, quelle est votre analyse sur cette candidature de Manuel Valls? Je pense simplement que cela se mijotait depuis longtemps. On se souvient encore de sa visite sur le continent africain, au Ghana, je crois, au Togo. Et puis au Togo également. Voilà, il préparait au cas où, c'est vrai qu'il n'était pas encore sûr. D'ailleurs, je pense qu'il était un peu fatigué et fâché, puisqu'il a dit quelque part, François Hollande, je ne le respecte pas, je ne le supporte plus. En réalité, Manuel Valls était un peu un hypocrite en faisant croire à beaucoup qu'en réalité, il respectera le choix de François Hollande, mais il a posé ce préalable parce qu'il était convaincu par lui-même que François Hollande n'avait pas d'autre choix, d'autre option que de ne pas briguer un nouveau mandat. Il a compris qu'avec la justesse qui est aujourd'hui celle qui s'impose à François Hollande par rapport à sa cote qui est au plus bas, même si après avoir annoncé ne pas briguer un nouveau mandat, il a gagné je crois 11 points, mais c'est parce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat. Et donc Manuel Valls savait tout cela et était conscient du fait que automatiquement François Hollande ne briguerait pas un nouveau mandat. Et j'en ai pour preuve le fait que Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, ait décidé de prendre celui d'organiser un rassemblement de la gauche. Malheureusement pour lui, il parlait d'un rassemblement derrière François Hollande, parce qu'il y en avait au sein du PS qui voulaient que François Hollande puisse briguer un nouveau mandat. Pourquoi est-ce que ces gens étaient tout cuits de manière à aller au charbon pour Hollande? Parce que ces gens avaient compris la position déjà de Manuel Valls, qui n'attendait finalement que le hockey symbolique, parce que de son point de vue, François Hollande n'était plus le candidat pour rassembler le Parti socialiste. Manuel Valls était quand même considéré comme un loyal serviteur de Hollande, et d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il n'est pas un peu co-responsable de leur échec commun? Est-ce que cela ne pourra pas entacher sa candidature? Effectivement, mais le problème qui se pose, c'est que Manuel Valls n'a pas demandé à être Premier ministre. C'est le président de la République qui fait ses choix. C'est lui qui a été élu, c'est lui qui représente l'institution républicaine finalement. Alors les choix, les assume. Manuel Valls pourrait faire comprendre que moi, j'appliquais une politique simplement définie par le chef de l'État. Même si c'est vrai qu'en France, ce n'est pas comme sur le continent africain où le Premier ministre n'est que le premier des ministres. En France, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Mais en même temps, le véritable responsable de la politique de l'État, le véritable élu, c'est le président Hollande qui finalement, à lui seul, va devoir en payer le prix. Mais effectivement, Manuel Valls aussi a sa part de responsabilité, mais qui peut être minime, parce que s'il faut évaluer, ou alors s'il faut comparer la responsabilité de Manuel Valls par rapport à celle d'Hollande, on comprend très bien que Manuel Valls aussi, avec sa fougue, avec sa jeunesse, avec son parcours, aujourd'hui, peut encore avoir les faveurs
des Français, des socialistes. Manuel Valls se veut rassembleur. Dans quelle campagne se lance-t-il, Ghislain Kougan? Il se lance dans une campagne justement pour rassembler, comme il le dit, mais en même temps, c'est aussi un cliveur, c'est-à-dire qu'il a créé... Je pense qu'il faut brosser le parcours de Manuel Valls pour comprendre qu'il s'agit d'un ambitieux, de quelqu'un qui aime l'autorité, de quelqu'un d'hypocrite en politique. C'est pas mauvais, c'est pas forcément négatif, mais de quelqu'un qui se donne les moyens et qui se dit « je veux les atteindre malgré tout ». Comment est-ce qu'il se passe? En 2011, il est candidat aux primaires au sein du Parti socialiste. Il est battu avec un minable 5%. Mais voilà qu'il est appelé par François Hollande au ministère de l'Intérieur. Et voilà une reconnaissance véritable avec sa jeunesse, avec sa fougue. Lui qui a été naturalisé français en 1982, parce qu'en réalité, il est né à Barcelone. Il n'est pas français de souche, il est espagnol. Donc voilà, lui qui a donc été appelé par François Hollande et arrive au ministère de l'Intérieur. Vous savez le poids du ministère de l'Intérieur en France. Nicolas Sarkozy est passé par là. Et donc, quand Manuel Valls arrive au ministère de l'Intérieur, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il travaille notamment avec l'aide de Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'économie, et puis Benoît Hamon, ministre de l'Éducation, pour faire tomber le Premier ministre qui est Jean-Marc Ayrault. Il réussit donc à arriver à Matignon, à être Premier ministre. Et quand il est Premier ministre, il travaille toujours à faire partie ses deux complices d'hier du gouvernement. Il travaille à la démission de Montebourg et puis de Benoît Hamon pour être le seul grand, c'est-à-dire pour être la seule alternative à François Hollande. Il a réussi. Et plus loin, lorsque François Hollande, dans son gouvernement, appelle son conseil économique Emmanuel Macron au pouvoir, au ministère de l'économie, il voit qu'il se rend compte, avec notamment l'aura de Macron, qui a un problème, qu'il est un peu battu en brèche. Et voilà, vous avez vu, il y a eu une zizanie, il y a eu des problèmes avec Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, Manuel Valls ne supporte pas la concurrence, il veut être le seul. Et malheureusement pour lui, Macron a compris et est parti du gouvernement, a créé son mouvement, et aujourd'hui, les deux doivent se bagarrer. Quelle est la stratégie de Manuel Valls pour mener à bien ses ambitions? Je pense que Manuel Valls joue sur la laïcité. Il estime simplement, vous l'avez vu d'ailleurs, il a supporté Nicolas Sarkozy sur l'interdiction de la burqa. Hein. Il était d'avis avec Nicolas Sarkozy. C'est un homme politique qui ose. Il a osé commenter une décision du Conseil d'État sur le port du bikini. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est un président aussi qui joue sur l'entreprise. En réalité, il dit « j'aime l'entreprise » et quand il le dit, il a le capital sympathie du MEDEF, des patrons français. D'ailleurs, sa politique économique vise sur l'allègement des charges pour les entreprises parce que selon lui, ce sont justement les entreprises qui créent les emplois et les richesses. Quand vous faites ce genre de discours, naturellement, vous devenez l'ami du patronat, du MEDEF, et puis ça marche pour vous. Donc voilà les éléments sur lesquels Manuel Valls compte rassembler les Français. Vous avez aussi, lui parle de réduire le fonctionnement de l'État et des collectivités. C'est ce qui se dit partout. Donc effectivement, avec tout ça, on estime qu'il peut essayer de séduire. Mais je pense qu'il a véritablement du pain sur la planche. Il va devoir batailler dur parce qu'il y en a véritablement qui étaient à fond derrière Hollande, qui ne sont pas prêts à aller, à supporter, à retourner leur veste, à transférer leur voix sur Manuel Valls. Véritablement, je pense qu'il va devoir véritablement batailler, même si en face, quand on regarde très bien dans le Parti socialiste, quand vous enlevez Hollande, honnêtement, vous ne voyez véritablement pas une grande figure émerger. Vous avez Martine Aubry qui est rabougrie aujourd'hui. Vous avez Ségolène Royal qui vous a dit qu'elle n'est plus, du quartier, comme on dit. Vous avez Emmanuel Macron qui n'est pas du PS, puisque même après l'appel de Cambadélis, Emmanuel Macron n'a pas répondu. Il estime qu'il est en marche, il n'est ni de gauche ni de droite, il est pour la France. Ghislain Kougan, nous allons aborder l'autre thématique de cette édition. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, à la tête du pays depuis près de 3 ans, a démissionné après l'échec du référendum de réforme constitutionnelle. Revivons tout cela dans cet élément. La télécaméra.
Matteo Renzi jette l'éponge. Le chef du gouvernement italien a annoncé sa démission après la publication des premiers résultats du référendum sur son projet de réforme constitutionnelle. Un projet rejeté hier par près de 60% des électeurs, un camouflet pour le président du Conseil italien, d'autant plus que le taux de participation a dépassé les 57%. L'expérience de mon gouvernement s'achève ici, dit-il. Je crois que pour changer ce système politique, dans lequel les dirigeants, toujours les mêmes, tournent sur différents postes sans changer le pays, on ne peut pas faire semblant, une fois de plus, que rien n'a changé. Les dirigeants ne changent pas leurs habitudes et ne quittent jamais leur siège. Je voulais supprimer des sièges en trop, je n'ai pas réussi et donc le siège qui saute, c'est le mien. La poltrona che salta è la mia. De la droite classique aux populistes, en passant par tous les extrêmes et même des frondeurs du Parti démocrate de Matteo Renzi, nombreux sont ceux qui ont fait campagne pour le non à cette réforme. Matteo Renzi voulait réduire les pouvoirs du Sénat et limiter les attributions des régions. Justin Kougon, s'il fallait revenir sur les raisons qui ont poussé à cet échec de Matteo Renzi, vous diriez quoi? Je dirais simplement qu'il a été trop pressé. Très jeune, trop pressé aussi. Je pense qu'on doit comprendre en politique que les changements structurels fondamentaux sont difficiles à obtenir. Il veut réviser une constitution qui date de 1948. Le problème, c'est que exactement ce vers quoi Matteo Renzi veut amener l'Italie, c'est exactement ce contre quoi est-ce que cette constitution a été élaborée ainsi en 1948. Comme pour dire concrètement, la nouvelle constitution qu'il veut réformer en réalité est telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'on voulait notamment rafraîchir, on voulait un peu diminuer le pouvoir du gouvernement et justement accorder, accorder beaucoup plus de poids au Parlement. C'est exactement l'inverse de ce qu'il veut faire. En fait, sa réforme parlementaire ou de la Constitution, c'est quoi? Il s'agit pour Matteo Renzi, par exemple, de dire aujourd'hui, il faut qu'on arrive, qu'on puisse dissoudre le bicaméralisme parfait. Ça veut dire quoi? Que la chambre haute du Parlement et la chambre basse du Parlement aient les mêmes poids, le même poids. Il estime par exemple que pour ce qui est du Sénat, sur les 320 sénateurs, il faut ramener à 100 et que les sénateurs ne doivent plus être payés. La chambre haute du Parlement, pour lui, ne devrait plus être que consultative. À partir de ce moment donné, vous comprenez que le Sénat devient fragilisé. Et tout cela, c'est quoi? C'est pour étendre encore plus le pouvoir du gouvernement en soustrayant certains pouvoirs des communes, des collectivités pour attribuer au gouvernement, pour renforcer la force du gouvernement, alors que la constitution qui a été adoptée au départ, c'était justement pour éviter un gouvernement trop fort. Il fallait tempérer. Bon, de son point de vue, il estime que non, il faut donner plus de poids au gouvernement, il faut fragiliser le Sénat, il faut en quelque sorte rendre le rôle des sénateurs comme un rôle consultatif, ce qui peut être compréhensible. Si on fait le parallèle avec le continent africain, je prendrai le cas du Cameroun, où, excusez-moi, je ne vois pas le rôle du Sénat fondamentalement. Cette politique-là s'appliquerait au Cameroun qu'on comprendrait, parce qu'au Sénégal, par exemple, le Sénat n'existe pas, et puis tout se passe bien. Donc, et en Italie, cela ne se comprend pas. Il y en a qui sont des caciques, qui sont tellement attachés aux valeurs, à ce qu'ils ont comme acquis, qu'il est difficile pour eux, notamment, d'accepter que cela se passe comme ça. Et il était tellement, et l'une des erreurs qu'il a également commises, c'est de lier son sort à ce référendum-là. Comme pour dire, si ça ne passe pas comme je veux, eh bien, je quitte mon poste. Je pense qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin et aujourd'hui, il en a appris à ses dépens. Justin Kougon, c'est un départ à mi-mandat. Les prochaines élections législatives n'ont lieu qu'en 2018. En attendant, qu'est-ce qui va se passer? Qui va gouverner dans le pays? En attendant, simplement, il y aura des élections anticipées qui vont être convoquées par le président Sergio Mattarella. Cela va se faire, c'est clair. D'ailleurs, déjà qu'il a voulu remettre sa démission un peu plus tôt. Le président lui a demandé de tempérer, de gérer les affaires courantes. C'est pourquoi il l'a remis un peu plus tard. Eh bien, il n'y aura pas de vacances de pouvoir. Pour l'instant, le président va travailler. On va très rapidement travailler pour des élections anticipées. Et quand on parle d'élections anticipées, vous voyez Beppe Grillo, qui est le président du mouvement 5 étoiles, qui lui, aujourd'hui, est
crédité de 30% d'intention de vote qui est bien placé. Vous avez aussi le vieux renard à 80 ans, I Cavaliere Berlusconi, qui est crédité de 15% d'intention de vote. Vous avez aussi Matteo Salvini, qui est aussi crédité de la Ligue du Nord. Donc voilà une nouvelle configuration qui se donne aujourd'hui. Et je pense que Matteo Renzi, c'est à lui tout seul créer des problèmes. Il a voulu aller très vite. Déjà, quand il prend le pouvoir en 2014, il dit qu'il va envoyer à la retraite tous les caciques du pouvoir de son parti politique. Il est, je pense que au Parti démocratique, il est un peu, je pense qu'il est très jeune, c'est vrai, à 39 ans, il était d'ailleurs, faut-il le préciser, en 2014, le plus jeune chef du gouvernement italien depuis l'histoire du pays. Alors je pense qu'il aurait dû tempérer un tout petit peu, et puis ne pas être trop pressé, et voilà, il a voulu, avec sa fougue, tout le monde lui reconnaît cela, mais malheureusement, cela ne suffit pas. Et le fait d'avoir lié, je le reprécise encore, l'issue de sa carrière politique, notamment à ce référendum, a fait que beaucoup l'ont défié parce que avec 60% du non-référendum, c'est sacrément une déculottée, vraiment un revers sanglant et cinglant. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas d'autre choix que d'honorer sa parole. Ghislain Pougan, l'Italie en quête de stabilité, c'est l'un des pays les plus endettés de la zone euro. Qu'est-ce qui fait problème dans ce pays? Ce n'est pas la première fois qu'un chef de gouvernement démissionne. Et puis, on a la coalition qui a travaillé pour faire tomber Renzi. Qu'est-ce qui va véritablement se passer? Qu'est-ce qui fait problème? Je pense que ce qui fait problème, et c'est à ce niveau qu'on peut louer la volonté de Matteo Renzi, c'est qu'en réalité, toutes les décisions qu'il a prises, l'a-t-il dit, il voulait éviter, il voulait qu'on arrive à une stabilité. Parce que l'Italie, c'est quand même 60 gouvernements en 60 ans. Vous voyez, ça fait peut-être un gouvernement par an. Il y a véritablement une instabilité. À partir de ce moment donné, il est difficile d'implémenter des politiques durables sur le terrain. C'est l'une des raisons qu'il a avancé, même si beaucoup estiment que c'est une raison platonique et qui ne tient pas la route. Donc voilà, l'Italie est réputée pour être instable. Donc aujourd'hui, maintenant que voilà un nouveau chef de gouvernement qui part, il y aura donc un nouveau chef du gouvernement, je pense simplement que les vraies réformes vont s'opérer et que finalement on va, puisque sa réforme ne passera pas, on va donc rester à la forme qui y est, qu'on va simplement essayer de les élargir, de travailler avec les uns et les autres pour voir ce qu'il faut pour l'Italie aujourd'hui. Peut-être que la politique économique doit être revue, les infrastructures, un ensemble d'éléments. Mais je pense que l'Italie aussi subit tout ce que l'Europe subit, le vieillissement de la population, ça aussi il faut le relever. L'Italie, aujourd'hui, quand vous regardez très bien l'Italie, je dirais en dehors de l'industrie de l'habillement, hein, qui sont de très grands sapeurs, de très grands couturiers, en dehors du football, qui aujourd'hui aussi perd un peu de sa verve. Le championnat italien, par exemple, n'est plus aussi couru. Donc l'Italie, finalement, est en train de descendre. Ne cristallise, n'est quand même pas un géant en Europe. La preuve, quand vous voyez les grands Européens, l'Italie n'est pas un grand pays européen. Donc l'Italie doit trouver des voies et moyens pour se rafraîchir, pour se revigorer. Et en Matteo Renzi, l'Italie croyait avoir trouvé ce souffle, cet oxygène-là, que non. Et maintenant, le président Sergio Mattarella, qu'est-ce que vous pensez qu'il va mettre? Comment est-ce qu'il va faire pour sortir finalement son pays de ce gouffre économique dans lequel il est depuis plusieurs années déjà? Je pense que pour l'instant, la première chose, c'est d'abord d'organiser les élections législatives anticipées pour notamment remplacer Matteo Renzi qui est parti. Et après, l'Italie doit revoir un ensemble de réformes sur le plan économique, comme on l'a dit, sur le plan structurel. Je pense que ça va être difficile pour l'Italie. L'Italie aussi qui a par les migrants. Vous savez, la frontière avec la Libye, l'Italie est prise d'assaut par les migrants. Donc, il y a un ensemble de faits, de phénomènes auxquels l'Italie doit faire face en dehors de la crise économique que le pays traverse. Il y a aussi la crise des migrants parce que l'Italie est la première destination, si on veut. Pas forcément la destination d'Italie, est le passage, hein, est le chemin que beaucoup empruntent pour aller en Europe. À partir de ce moment donné, l'Italie a véritablement fort à faire pour s'en sortir. Je pense quand même que Matteo Renzi a été à 33 ans maire de la grande ville de Florence. Et je pense qu'il aurait dû tempérer un peu, ne pas être très très chaud. Et on le comprend dans la même lignée que Alexis Tsipras, hein, chef du gouvernement grec. Voilà, Ghislain Pougan qui nous conduit au terme de cette édition. Merci une fois de plus pour votre précieuse contribution. Le plaisir est partagé. Merci infiniment.
À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur CAM News 24.